Jean-Marc Torolion, bonjour. Bonjour. Président de la FNIM, la Fédération nationale de l'immobilier. Avec vous, nous allons faire un tour d'horizon de l'actualité du marché, mais également voir vos propositions en matière de politique du logement. Mais tout d'abord, le marché. Vous publiez cette semaine votre baromètre sur les grandes tendances, sur l'activité du marché immobilier résidentiel, dans l'ancien, dans l'existant. Quels sont tout d'abord les résultats en matière d'activité? Le marché se porte plutôt bien. Le marché se porte plutôt bien, voire très bien. Je dirais qu'il y a trois caractéristiques. La première caractéristique, c'est qu'il y a une dynamique de marché qui est assez exceptionnelle. Le volume de transactions arrêté au 31 mars est de 985 000, ce qui laisse présager en fait 990 000 transactions sur l'année vraisemblablement. C'est-à-dire plus que l'année dernière. C'est-à-dire, contrairement à ce qu'on aurait pu penser, 965 000 l'année dernière, vraisemblablement 990 000 cette année, c'est exceptionnel. C'est la première caractéristique. La deuxième caractéristique, et elle est importante, c'est que si on sort le marché Île-de-France-Paris, on s'aperçoit que la hausse des prix est très modérée, plus 1,4%, plus 1,6% sur le collectif et plus 1,2% sur les maisons. Donc il y a un ralentissement. Donc il y a un ralentissement avec quelques exceptions liées à la métropolisation, on y reviendra. Quant au marché parisien, une très belle dynamique à la hausse toujours, plus 4,6%, moins que l'année dernière malgré tout, mais cette hausse se confirme. Et puis enfin, moi ce qui m'étonne toujours, c'est que pour qu'on ait 990 000 acquéreurs, il faut qu'on ait 990 000 vendeurs. On est donc bien dans un marché de confiance avec une dynamique. Donc les fondamentaux en fait sont là, la confiance des ménages aussi, et puis des conditions d'emprunt qui sont très favorables. On est sur des taux historiquement bas, 1,29% en moyenne toute durée confondue. Ça soutient, ça booste littéralement le marché. Ça booste le marché et puis c'est vrai que la suppression des aides que l'on a pu avoir, elles n'ont pas eu d'influence sur la capacité de nos acquéreurs et notamment des primo-accédants qui constituent toujours 52% de nos acquéreurs à se positionner sur le marché. La durée d'emprunt, néanmoins, s'est accrue à 20,8 ans. Donc là, je pense qu'on va atteindre sans doute une limite, même si, ne l'oublions pas, beaucoup de Français ont été propriétaires sur 25 ans du temps des prépapes. Donc voilà, le mythe de la durée du prêt peut aussi se juger à l'aune de l'histoire. Intéressant quand même aussi, c'est l'effet revenu. C'est-à-dire qu'on a une conjoncture économique où on a quand même une baisse du chômage, on a une hausse des salaires, et nous, notre analyse prouve que le gain en revenu publié par l'INSEE a complètement gommé l'effet prix à la hausse, et donc le pouvoir d'achat de nos acquéreurs reste toujours très bien orienté. Alors en matière de prix, justement, Jean-Marc Torolion, vous qui avez étudié à la fois l'évolution des prix dans les maisons, les appartements, France entière, s'il y avait quelques villes à ressortir, celles où ça augmente le plus actuellement, quelles sont-elles? Nantes, 8,2%. 8,2% de hausse sur un an. Oui, sur un an. Lyon, toujours très bien orienté, plus 5,4%. Nantes, à plus de 4%. Bordeaux, qui avait connu une envolée exceptionnelle l'année dernière, plus 2,6%. Et puis enfin Paris. Là, j'ai cité en réalité les métropoles qui ont beaucoup augmenté. À côté de ça, on a des prix très sages. Marseille, plus 0,7, Lille, plus 0,7, Orléans, plus 0,8, Dijon, plus 3, mais qui a rattrapé l'année dernière où cela avait baissé. Et on a un certain nombre de villes qui baissent. Le Mans, Clermont-Ferrand. Il y a quand même des baisses de prix constatées dans certaines villes. Voilà, ouais. Le Mans, Clermont-Ferrand a baissé. Voilà, on a un certain nombre de villes également qui sont plutôt très sages. Ça prouve encore une fois, et ça rejoint ce que je vous disais en début d'émission, c'est-à-dire que la province réagit quand même beaucoup plus sagement que le marché Île-de-France, francilien et Paris. Alors, quelles sont les perspectives, donc 2019, quels sont les indicateurs importants à suivre cette année? Alors, les indicateurs, je pense que c'est la confiance des ménages, c'est l'emploi qui reste très bien orienté, et les taux d'intérêt, même si encore une fois les taux d'intérêt peuvent augmenter un tout petit peu, quand les fondamentaux sur le revenu et la confiance sont là, l'impact ne sera quand même pas aussi puissant qu'on veut bien le dire, à condition que reste au niveau que nous avons là. Soulignons quand même que dans notre enquête, les Français considèrent à 83% que les taux d'intérêt sont exceptionnellement bas et que l'accès au crédit est plutôt assez facile. Donc espérons que ça continue. Voilà pour ce tour d'horizon du marché. Maintenant, en matière de
politique du logement. Le député Michael Noguel était ici même, à votre place, au Club Imo Le Figaro, pour évoquer ces 37 propositions dans son rapport parlementaire qu'il a intitulé « Louer en confiance ». Alors il y a beaucoup de choses où on a notamment l'agent immobilier qui est véritablement au centre, notamment entre propriétaires et locataires. Et parmi les propositions, il évoque la nouvelle gestion locative. Il préconise le fait que l'agent immobilier couvrirait les éventuels impayés du locataire. Quel est votre avis ? Alors, ce rapport est très intéressant, même s'il a un effet forcément anxiogène sur nos adhérents et sur les professionnels. C'est le retour que vous avez eu, en fait. Voilà, mais mal perçu ou... Non, pas mal perçu, mais beaucoup d'interrogations en réalité. Ce que je salue dans ce rapport, c'est que le député Michael Noguel a mis le professionnel au centre du retour à la confiance. Pourquoi ? Parce qu'il considère que l'intermédiation est insuffisante sur ce marché et il y voit la source finalement d'un certain nombre d'imperfections. En quelque sorte, le professionnel serait là pour rassurer, assainir et faire en sorte que les propriétaires soient totalement en confiance et que les locataires s'y retrouvent. Et parmi ces propositions, l'idée est de dire, eh bien, mettons le professionnel au centre de la garantie, faisons de lui finalement ce tiers de confiance, il assure à son propriétaire en toute hypothèse son revenu, il assume ses choix et il assure la fluidité vis-à-vis du locataire. Reste le moyen d'y parvenir, puisque le système est un système qu'il propose, qu'on connaît bien, qui est un petit peu basé sur le dû croire, qui est le fruit aussi d'une réflexion d'un certain nombre de professionnels, de fédérations sur ce type de produit. Donc c'est aussi quelque chose sur lequel on a déjà travaillé. Donc vous dites que c'est une bonne idée alors finalement. L'idée je la prends, oui. Je crois qu'elle doit être amendée, mais une idée qui vise finalement à faire en sorte que demain les professionnels doublent leur part de marché en répondant à un intérêt de politique générale, je ne vois pas comment on pourrait dire non. D'accord. Et le dépôt de garantie confié à un organisme indépendant agréé, qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, le rapport Noguel s'inspire de ce qui existe en Angleterre, ouais. Où il existe trois organismes de ce type-là. Moi, je pense que l'effet pour les bailleurs sera négatif parce que une garantie n'a de sens que si vous pouvez la mobiliser immédiatement à votre profit. Et donc la notion de confier ce dépôt de garantie et l'arbitrage de ce dépôt de garantie à un tiers de confiance risque, à mon avis, d'être très mal perçu par les bailleurs. La grille de vétusté qui est proposée par Michael Noguel participe, à mon avis, il faut le mettre en corrélation, de la sécurisation du système. Moi, je dis que nous sommes déjà des tiers de confiance. Et donc finalement, est-ce que ce n'est pas nous, professionnels, qui devrions avoir notre rôle à jouer sur cette concentration et en tout cas, pour la partie des dépôts de garantie que nous détenons, pour finalement conforter la garantie totale que nous pourrions donner. C'est ça le champ de réflexion. Alors à propos de réflexion, tout un symbole. Aujourd'hui, 1er juillet, c'est officiellement de nouveau l'encadrement des loyers à Paris. Est-ce que vous êtes favorable à ce dispositif ? On n'a jamais été favorable à l'encadrement des loyers, tout simplement parce que finalement, on explique à ceux qui ont fait le choix de placer leur épargne dans l'immobilier qu'on va leur brider le revenu de cette épargne. Et on leur confisque ce revenu à l'aune d'un échec des politiques du logement. Et finalement, on fait reporter à des bailleurs privés un échec global d'une certaine forme de politique du logement. Et par conséquent, on oublie aussi que ces loyers, dans toutes les zones tendues, aujourd'hui, n'augmentent pas librement, puisqu'ils étaient en réalité contraints par un décret annuel qui limitait cette hausse à l'indice INSEE, l'indice IRL de la relocation. Et on l'oublie souvent, ça. Ce qui fait d'ailleurs que les loyers ont très peu augmenté. L'indice de référence des loyers, voilà. l'IRL, oui. Voilà. Et ce qui fait que les loyers ont très peu augmenté. Non, je crois que c'est une... Donc vous dites que c'est une mauvaise réponse. Oui, il faut limiter les abus s'il y en a, mais ce n'est pas la réponse n'est pas adaptée. Moi, je crois que les professionnels seront là justement si leur part de marché se confirme et vont en s'accroissant pour limiter les abus. Mais je crois que le signal qui est donné à des propriétaires de dire « votre revenu, on va vous le brider parce que nous sommes, nous, en situation d'échec dans notre politique du logement », ce n'est pas un bon signal. Et ce que je crains par-dessus tout, c'est qu'au-delà de Paris, un certain nombre de villes en fassent un marqueur politique au moment où on a des échéances municipales. Il faut faire une politique de l'offre à Paris, il faut construire, et pas que du logement social, contrairement à ce que l'on croit, tout type d'offre. Et il faut un vrai statut du bailleur privé. D'accord, donc ça c'est une proposition. À propos de dispositif, le fameux dispositif de Normandie dans l'ancien, est-ce qu'il fonctionne ? Alors, c'est très intéressant. J'étais la semaine dernière à Roanne, dans la Loire. Mes confrères sont débordés de demandes. D'accord. Il nous manque l'offre.
tout simplement parce que l'arrêté sur l'ORT n'est toujours pas pris. La demande est là. On a besoin de structurer une offre et de la rendre visible. Ça dépend d'un certain nombre de process qui nous échappent aussi et qui dépendent de l'État et des collectivités territoriales. Moi, si j'ai un message à donner aux collectivités territoriales qui sont concernées, prenez des ORT et mettez les professionnels en situation de pouvoir vendre du normandiste, une excellente mesure qui amènera en plus des copropriétaires solvables au centre-ville pour louer des logements de qualité à des locataires qui consommeront sur place et qui participeront à la revitalisation de nos centres-villes. Et pour terminer, un mot de la réforme de la copropriété. Vous avez mené aussi une grande enquête auprès des copropriétaires. Alors, qu'en est-il? Quelles seraient les mesures prioritaires à mettre en place? 43 000 réponses. C'est la plus grande enquête qui n'y ait jamais été faite. Ce que disent les copropriétaires, c'est on tient au statut de la copropriété tel qu'il existe. Donnez-nous de la souplesse de gestion en fonction de la typologie de copropriété plus ou moins importante. Et permettez au conseil syndical d'avoir un rôle accru si nous le souhaitons, en contractualisant ces rôles. Nous sommes satisfaits de notre syndic professionnel à 65%, ou très satisfaits. Nous sommes satisfaits du fonctionnement de notre copropriété à 68%, voire même 72% dans les petites copropriétés. Et nous avons des exigences en termes de qualité. Et dans certaines circonstances, nous sommes prêts à payer plus. Ça veut dire aussi un modèle unique et peut-être plus de souplesse? Le modèle unique, pourquoi? Parce que tout le monde a confiance dans le schéma de la copropriété en France. Personne n'a de doute sur son actif. Quand on est propriétaire d'un lot de copropriété, on n'a aucun doute sur la valeur de cet actif. Donc il ne faut pas nous fabriquer d'usines à gaz. En tout cas, nous y veillerons. On nous en a proposé quelques-unes que nous venons de retoquer dans le cadre du CNTGI, mais nous y veillerons. Ce qu'il faut, c'est véritablement avoir un schéma, une colonne vertébrale que l'on connaît bien et des souplesses de gestion adaptées au type de résidence que l'on nous livre et aux souhaits des copropriétaires selon la typologie des copropriétés. Jean-Marc Torolion, merci beaucoup. Merci à vous. Et à très bientôt pour une prochaine édition du Club Imo.